Bonjour et bienvenue pour la première émission BioM créée par le syndicat des biologistes. Nous accueillons le docteur Bruno Coignard, directeur du département des maladies infectieuses de Santé publique France, et le docteur François Blanchecotte, président du SDB, qui dialoguera avec lui après sa présentation. Je vous remercie tous les deux pour votre présence à cette première. C'est à vous. Avec vous, donc, on revient sur le sujet d'actualité qui a mobilisé tous les professionnels de santé et les biologistes en particulier depuis quelques semaines, puisque vous êtes le réceptacle du tuyau SIDEP que les laboratoires alimentent maintenant très régulièrement et je crois avec beaucoup de constance, et les scores ont l'air très bons des remontées. La question qui est centrale, c'est donc que faites-vous de ces données que les laboratoires français vous fournissent? D'abord, merci d'être avec nous ce soir parce que vous aussi, vous inaugurez la session. Et juste avant de vous laisser la parole pour présenter Santé publique France, votre rôle, etc., un petit mot du docteur François Blanchecotte pour dire comment les biologistes aujourd'hui travaillent avec Santé publique France, parce que ça a été, il y a eu quelques mois très intenses, on va dire, pour mettre en place, même si vous connaissez depuis longtemps. Oui, bonsoir. Très rapidement, écoutez, nous sommes d'abord satisfaits du travail qui a été entamé. Nous sommes heureux d'abord d'avoir réussi ce pari un peu extraordinaire de connecter plus de 402 sociétés d'exercice libéral, de connecter plus de 3900 sites, effectivement, et d'avoir des données qui remontent dans des délais qu'on nous a imposés, qui étaient des délais à la fois difficiles et à la fois presque insurmontable au départ, en tout cas nous le pensions comme tel. On travaille depuis longtemps et le docteur Bruno Coignard nous présentera Santé publique France évidemment, mais le souhait que nous avons ce soir d'aborder ce sujet, c'est de montrer que nous pourrons éventuellement et dans quelles conditions continuer à utiliser ce type d'outils, et c'est tout l'intérêt d'une discussion d'en parler. Mais en tout cas, globalement, les biologistes ont joué leur rôle de façon efficace. On remercie bien sûr tous les gens qui ont tourné autour, et bien sûr la délégation nationale numérique en santé qui a beaucoup travaillé avec nous. Et je vous laisse tout de suite la parole pour présenter Santé publique France et nous informer un petit peu de vos missions et de savoir après comment on engagera la suite pour échanger entre nous et des données médicales. Merci François, et donc bonsoir à tous. Donc pour commencer effectivement cette discussion, j'ai prévu quelques diapos pour vous rappeler très rapidement les missions de l'agence et puis surtout ce qui vous intéresse, quelle est l'utilisation des données qui sont remontées donc aujourd'hui depuis le 13 mai quotidiennement par les biologistes concernant les infections à Covid-19. Donc dans la diapositive suivante, juste un bref rappel pour vous rappeler ce qu'est Santé publique France. Donc Santé publique France, c'est l'Agence nationale de santé publique. Elle a été créée en 2016, mais en fait, elle résulte de la fusion de 4 entités. L'Institut de veille sanitaire, que vous connaissez sans doute, créé en 98 et qui s'occupe de surveillance épidémiologique, l'INPES qui s'occupe de prévention et promotion de la santé, l'EPRUS qui est l'établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, et Adalis qui est un groupement qui fait de l'aide à la réponse téléphonique. Donc les missions de l'agence, très synthétiquement, c'est de détecter les risques sanitaires, les anticiper le mieux possible, comprendre et donc surveiller l'ensemble des pathologies. On va parler de maladies infectieuses ce soir et de Covid-19, mais les missions de l'agence concernent aussi les maladies chroniques, la santé environnement, la santé au travail. Et puis c'est aussi l'action et donc la mise en œuvre de campagnes de prévention et promotion de la santé et de l'investigation et de la réponse aux situations sanitaires exceptionnelles. Et Covid-19 a été la plus grande situation sanitaire exceptionnelle que nous ayons eu à vivre jusqu'à présent. En quelques chiffres, l'agence finance c'est à peu près 650 agents, plus de 3800 réservistes aussi, qui font partie de la réserve sanitaire. Ce sont des professionnels de santé volontaires qui peuvent se mobiliser pour des grands événements, et ils ont été nombreux sur Covid-19. Il y a aussi des biologistes dans la réserve sanitaire. Et nous avons un site national à Saint-Maurice et également, ce qu'il faut retenir, 15 antennes régionales, les cellules régionales, qui sont notre relais au plus près du terrain. Et je pense que les biologistes qui sont avec nous ce soir connaissent plus certainement mes collègues de région que moi-même. Donc l'ensemble de ces partenaires autour de l'agence forment un réseau national de santé publique et les biologistes médicaux font bien évidemment partie de ce réseau.
Donc, dans la diapositive suivante, sinon, pour vous situer un peu l'agence géographiquement, pour ceux qui ne connaîtraient pas notre localisation, vous avez sur cette diapositive effectivement une vue schématique de Paris. Donc, vous avez à gauche le ministère de la Santé, près de la Tour Eiffel, et nous sommes plutôt près du bois de Vincennes, en bas à droite de cette diapo. Et donc, notre site national est situé à Saint-Maurice. Donc, parlons peut-être maintenant de maladies infectieuses. Diapositive suivante, je voulais vous résumer un peu la problématique qui nous occupe avec 3 diapos, en repartant d'un dispositif qui est historique, que vous connaissez tous, qui est celui des maladies à déclaration obligatoire. Je dis dispositif historique parce que c'est un dispositif qui existe depuis 1892, donc vous voyez que ça fait très longtemps. Le début de la déclaration obligatoire, à cette époque, il n'y avait pas SIDEP bien évidemment, c'était avec des cartes postales et des cartes lettres. Ça a évolué progressivement, on a aujourd'hui 34 maladies à déclaration obligatoire, dont 32 maladies infectieuses. Ça marche toujours en majorité avec des formulaires CERFA et du papier. Et donc, nous sommes au 21e siècle et donc tout l'enjeu est de se débarrasser de ce papier. On a commencé à le faire avec la dématérialisation de certaines déclarations obligatoires pour le VIH, vous le savez, et par ailleurs pour la tuberculose très prochainement. Ce que je voulais souligner, c'est que les laboratoires de biologie médicale ont une contribution majeure à ce dispositif de déclaration obligatoire qui est historique. Les cliniciens et les biologistes sont des déclarants de la déclaration obligatoire, mais il faut souligner la très forte participation des biologistes à ce dispositif, déjà par le diagnostic biologique qu'ils rendent chaque jour et aussi par les déclarations. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Mais voilà, c'est un dispositif du 19e siècle, on peut le dire, et du 20e, et nous sommes au 21e siècle, donc je voudrais parler un peu plus de ce qui nous attend à l'avenir. Donc, dans la diapositive suivante, le deuxième exemple que je voulais citer, c'est effectivement le système 3 Labo, que vous connaissez peut-être, qui est un système que nous avons commencé à mettre en place en pilote en 2006 et qui a eu un fonctionnement en routine à partir de 2012, qui avait pour objectif d'améliorer justement le processus de surveillance existant en termes de complétude, en termes d'exhaustivité, en termes de couverture d'autres maladies qui n'étaient pas à déclaration obligatoire, en termes de récupération de données individuelles et surtout en termes de ce qu'on appelle le machine-to-machine reporting, afin de limiter la charge de travail des déclarants, en particulier de vous, les biologistes, et de sécuriser aussi les échanges. Donc c'est un système qui a démarré en 2012 avec 2 laboratoires de spécialité, dont vous voyez le nom sur cette diapositive, qui ont été rejoints par un 3e en 2020. Et ces données concernent une quinzaine de maladies infectieuses en 2017 et jusqu'en 2019, et en particulier les arboviroses, les IST, certaines maladies respiratoires ou à prévention vaccinale et certaines zoonoses. Ce dispositif était très utile notamment, je vais citer l'exemple des arboviroses, puisque grâce à ce système, nous pouvons rattraper chaque année, en période de surveillance renforcée en métropole des arboviroses, un certain nombre de diagnostics qui n'ont pas fait l'objet d'un signalement. Mais ceci étant dit, voilà, ce système n'était pas exhaustif puisque limité à certains laboratoires de spécialité et donc il fallait aller au-delà. Et Covid-19 est arrivé et donc diapositive suivante, je voulais justement vous résumer en une diapo, voilà ce que nous avons vécu les 6 derniers mois. Si vous regardez à gauche, le 31 décembre, c'était la notification à l'OMS par la Chine d'un premier cluster de 27 pneumopathies inexpliquées à Wuhan. Et toute l'histoire a commencé à ce moment-là. Et nous avons mis en place en France, comme dans beaucoup d'autres pays, une surveillance individualisée de ces cas importés de Chine et notamment de Wuhan dès le 10 janvier, avec une première définition de cas. Et puis une remontée des premiers diagnostics. Il faut savoir que les premiers tests diagnostiques ont été développés et mis à disposition au CNR à la fin du mois de janvier. Et donc nous avons eu effectivement les 3 premiers cas importés détectés en France le 24 janvier. Très rapidement, nous avons eu d'autres cas. Le premier cluster, vous vous souvenez sans doute de l'histoire des contamines Montjoie. Et puis, les choses se sont accélérées ensuite et nous avons été obligés de passer, notamment à l'occasion du passage en phase 3, à une surveillance multisource qui faisait appel aux services d'urgence, aux données SOS médecins, aux données du réseau Sentinelle, aux données de l'hospitalisation. Et nous avons aussi ajouté Covid-19 au dispositif 3 Labo, mais assez tardivement, le 14 mars. Et très vite, nous nous sommes rendus compte que ça ne pourrait pas suffire, puisqu'il nous fallait avoir effectivement une couverture beaucoup plus exhaustive de l'ensemble des tests Covid qui commençaient à être réalisés sur le territoire.
Et nous avions déjà échangé dans le passé avec François et plusieurs de vos collègues sur cet enjeu. Et nos discussions ont très vite dépassé le cadre de 3 labos, ont associé des collègues du ministère. François a cité la direction du numérique en santé. Et très vite, donc, le projet SIDEP a démarré. Pendant que la France était confinée, nous l'étions également, mais nous étions très régulièrement, et 7 jours sur 7, je dirais, en réunion par visioconférence, comme nous le sommes aussi aujourd'hui ce soir. Et entre avril et mai, on a effectivement, en moins de 2 mois, collectivement développé SIDEP, et c'est l'extrême droite de ma diapositive, avec le démarrage de SIDEP complètement opérationnel au 13 mai. Et donc, diapositive suivante, on peut à ce moment-là effectivement parler de pourquoi SIDEP. Et en fait, les objectifs de SIDEP, au regard des enjeux majeurs de cette crise, étaient de faciliter le partage de tous les résultats issus des RT-PCR pratiqués dans l'ensemble des laboratoires français, et bientôt des sérologies d'ailleurs, mais parlons surtout des RT-PCR aujourd'hui. Pourquoi faciliter le partage de tous les résultats? Pour 2 objectifs. Un objectif de contrôle de l'épidémie, parce que derrière chaque diagnostic, il y a des actions de recherche des contacts, ce qu'on appelle le contact tracing systématique, qui permettent effectivement de proposer un dépistage et de prescrire des mesures d'isolement pour les contacts à rapprocher de ces cas confirmés. Ça, c'était le premier objectif, et donc il fallait le faire pour chaque cas. D'où cet enjeu d'exhaustivité. Et puis pour le suivi de l'épidémie, effectivement également, puisque à partir de ces données, je vous le montrerai tout à l'heure, de nombreux indicateurs épidémiologiques peuvent être produits et ça nous permet également de détecter des clusters. L'enjeu également, il s'agit de données médicales, c'était de rendre cette information bien sûr accessible à tous ceux qui en ont besoin et seulement ceux qui en ont besoin, mais de manière également extrêmement sécurisée, puisqu'il s'agit de données individuelles de santé. Et la CNIL nous a parfaitement encadrés sur ce sujet. On pourra y revenir, mais en tout cas, il y avait pu avoir des craintes par rapport à ce système, mais je peux vous garantir, ou en tout cas témoigner, que les accès à ces informations sont très strictement définis et surveillés. Voilà, ce qu'on peut dire sur SIDEP, c'est que c'est vraiment un effort collectif exceptionnel qui a rendu les choses possibles de toutes les parties prenantes. François a cité la direction du numérique en santé. Je voudrais d'abord citer les biologistes médicaux, privés et publics, et leurs syndicats qui ont été vraiment très moteurs pour accompagner cette démarche. Les directions du ministère de la Santé, à côté de la direction du numérique en santé, il y avait aussi la direction générale de la santé, les éditeurs de logiciels, des sociétés de services informatiques, l'AP-HP qui est prestataire du système, l'assurance maladie, l'agence du numérique en santé, la TIH et bien sûr Santé publique France qui a aussi contribué à cette réflexion en termes de définition de ces objectifs pour remplir les finalités que j'ai rappelées précédemment. Donc voilà, c'est quelques mots-clés, c'est vraiment un développement en des temps records, c'est quelque chose d'assez fantastique qu'on a réussi à faire collectivement, tous ensemble, avec vous, puisque en 2 mois, effectivement, ce système que j'avais rêvé depuis 15 ans personnellement a été mis en place sur Covid. Et donc c'est une preuve de concept que ça marche, et c'est très certainement, et on pourra en parler ensuite, un accélérateur de progrès. Alors la diapositive suivante va être complètement illisible pour vous, mais c'est pour vous illustrer aussi le caractère exceptionnel de ce qu'on a fait, c'est que SIDEP est quand même quelque chose de très complexe. Hein. Si on part du haut, il y a tout le préanalytique, au milieu, l'ensemble des laboratoires qui peuvent faire ces tests RT-PCR, et puis en vert en bas, toute la concentration des résultats et tout en bas de cette diapo, les différents destinataires de données. Donc il y a bien sûr l'agence où je travaille pour la partie indicateur épidémiologique, mais il y a aussi toutes les agences régionales de santé, l'assurance maladie qui fait du contact tracing et également bien sûr les médecins prescripteurs du test et les patients qui sont destinataires de ces résultats. Diapositive suivante. Donc, que fait-on de toutes ces données? J'en ai déjà un peu parlé, mais effectivement, le contact tracing, c'est la première utilisation, et ce qui explique pourquoi il y avait des enjeux de disponibilité rapide de ces données, puisque un résultat disponible rapidement permet de déclencher ces actions de contact tracing ensuite très rapidement pour casser les chaînes de transmission. Donc là, ce sont des données individuelles identifiantes qui sont utilisées et exclusivement par les entités que j'ai citées sur cette diapo, le médecin traitant qui fait du contact tracing à un premier niveau, je dirais essentiellement la cellule familiale,
l'assurance maladie, qui fait un contact tracing de niveau 2, plus élargi, et éventuellement les ARS et les cellules régionales de Santé publique France pour des investigations un peu plus complexes de niveau 3 qui concernent essentiellement des clusters qui peuvent survenir. La partie Santé publique France, site de Saint-Maurice, on utilise des données pseudonymisées, puisqu'on n'a pas besoin d'avoir les noms et coordonnées des patients, et nous utilisons ces données pour produire un certain nombre d'indicateurs qui aident au suivi de l'épidémie. On va pouvoir illustrer ça dans les diapositives suivantes, mais on va parler d'activité analytique, de taux de positivité, d'incidence des cas, et je vous reparlerai à la fin d'un indicateur dont vous avez peut-être entendu parler, qui est le R effectif. Donc, diapositive suivante, je voulais juste vous montrer voilà, un exemple de carte que vous pouvez générer vous-même, et je vous donnerai l'adresse à la fin de cette présentation. Ce sont des cartes qui sont actualisées chaque jour. Nous analysons les données issues de CIDEP 7 jours sur 7, du lundi au dimanche, et nous mettons à jour chaque jour ces données. Donc, sur cette carte, vous avez une illustration de ce qu'on peut générer. Il s'agit du nombre de RT-PCR réalisés pour 100 000 habitants. Là, vous avez les données de la semaine du 20 au 26 juin. Les données nécessitent à peu près 3 jours pour être consolidées suffisamment. Et donc, ceci explique pourquoi vous avez ici une série de données hebdomadaires du 20 au 26 juin, puisque j'ai généré cette carte en préparant mes diapositives hier soir. Donc, vous voyez effectivement qu'on peut voir sur cette carte que l'activité de RT-PCR est hétérogène selon les territoires et liée en partie à des actions de dépistage locales, mais aussi à la réalité de l'épidémie dans chaque territoire. Diapositive suivante. Donc là, c'est un autre indicateur qu'on peut générer qui est le taux de positivité, c'est-à-dire la proportion la proportion de patients qui ont eu une RT-PCR et dont le résultat est positif. Et vous voyez ici que ce taux de positivité, en fait, il illustre bien l'état de circulation du virus aujourd'hui en France. Donc ici, vous voyez, toujours sur la même semaine du 20 au 26 juin, vous voyez qu'il y avait une proportion très faible, inférieure à 5%. Elle tourne à peu près entre 1,5 et 2 aujourd'hui, dans tous les départements de France métropolitaine en termes de proportion de RT-PCR positive. Vous voyez par contre qu'en Guyane et à Mayotte, ces taux sont un peu plus élevés et sont le reflet d'une circulation plus active du virus dans ces territoires. Là encore, ces données sont mises à jour chaque jour. Diapositive suivante. Un autre indicateur que l'on produit aussi, là, c'est l'incidence des infections Covid-19. Et donc, en fait, ici, vous avez une carte qui rapporte par département le nombre de patients avec une RT-PCR positive pour 100 000 habitants, toujours pour la même semaine. Et donc, ceci illustre encore une fois, vous voyez, ce que vous entendez, vous pouvez lire dans les médias ou entendre dans les journaux, effectivement, c'est que la situation épidémiologique en France métropolitaine est très calme actuellement, puisque vous voyez que les incidences sont très faibles, à l'exception de la Guyane et de Mayotte, où vous voyez que les échelles de couleurs sont quand même un peu plus bleutées, et cela traduit une épidémie relativement active dans ces deux territoires d'outre-mer. Diapositive suivante pour conclure. Juste pour vous dire aussi que ces données alimentent des modélisateurs et des équipes de recherche. Et donc là, je vous ai mis ici quelque chose d'assez technique, mais qui se comprend assez simplement. Le R effectif, c'est un paramètre qu'on mesure régulièrement pour surveiller la dynamique des épidémies. Ce R effectif représente le nombre moyen de personnes qu'une personne infectée va contaminer à son tour. Et donc, si ce R est supérieur à 1, en fait, cela signe une épidémie qui se développe. Et s'il est inférieur à 1, une épidémie qui est plutôt en phase de régression. Et si vous regardez le graphique tout en bas à droite, vous avez sur une fenêtre de 14 jours, effectivement, les R effectifs et la courbe en bleu, ce sont les R effectifs calculés à partir des données de CIDEP. Vous voyez que ces R sont constamment inférieurs à 1 aujourd'hui en France métropolitaine. Et cela traduit encore une fois ce que je disais tout à l'heure, l'épidémie est plutôt en phase de régression actuellement en France. Donc c'est un paramètre qu'on continuera à mesurer. Il ne suffit pas à résumer la situation, encore une fois, c'est un élément d'analyse, mais c'était pour vous illustrer effectivement que ces données en termes d'analyse sont exploitées très largement, au-delà de l'agence aussi par des équipes de modélisation ou des équipes de chercheurs à l'avenir, puisqu'in fine, ces données, une fois anonymisées, finissent dans le Health Data Hub pour alimenter des travaux qui nous permettront de mieux connaître cette infection qui, encore une fois, était émergente et inconnue il y a 6 mois. Diapositive suivante, et j'approche de ma conclusion. Ce que je voulais dire, c'est qu'en termes d'analyse et de restitution, déjà, les données que vous remontez chaque jour sont déjà monitorées en permanence
par l'équipe projet CIDEP, dont le prestataire est la PHP. Et donc, il y a des contrôles des flux continus, des vérifications de la qualité des données. La technique n'est pas infaillible. Il peut y avoir parfois des interruptions de transmission, ce qui peut expliquer effectivement des contacts que cette équipe projet aura éventuellement avec vous si un tel incident devait survenir. En ce qui concerne Santé publique France, effectivement, donc nous analysons ces données 7 jours sur 7. Nous avons une astreinte le week-end pour cela. Et ces indicateurs que je vous ai illustrés tout à l'heure sont transmis aux décideurs chaque jour, à la Direction générale de la santé pour ce qui concerne le niveau national et même au-delà, le cabinet du Premier ministre, et puis dans toutes les ARS, puisque ces situations épidémiques sont suivies de très près par l'ensemble des ARS dans chacune des régions. Ces données aussi, et j'insiste sur cet aspect, sont publiques et donc vous pouvez en tant que biologiste y avoir accès en permanence à l'adresse qui est mentionnée ici, le site geod.santépubliquefrance.fr. Elles sont aussi accessibles en open data pour ce qui est des indicateurs produits et puis elles sont reprises dans des points épidémiologiques nationaux ou régionaux de l'agence et d'autres supports, en particulier les médias. Donc pour plus d'infos, moi je vous renvoie à la première page de l'agence pour que vous puissiez effectivement les explorer. Mais Geode vous permettra de produire beaucoup plus de cartes que celles que j'ai pu vous montrer et vous permettra éventuellement de faire un focus sur votre région ou sur une classe d'âge particulière, par exemple, puisque ces données sont accessibles aussi en termes d'indicateurs par classe d'âge. Dernière diapositive, je crois. Voilà, c'était juste pour illustrer les points épidémiologiques hebdomadaires que produit l'agence. Nous avons un point épidémiologique national et dans chaque région, nos cellules régionales produisent un point épidémiologique qui détaille de façon plus précise la situation de sa région et au niveau même infrarégional. Donc je vous remercie et je suis là pour répondre à vos questions et à celles de François, bien sûr. Merci beaucoup, docteur. François, une première question pour ouvrir le bal sur voilà ce qui nous a été présenté, puis aussi peut-être ce qui en fonction de ce qui a été vécu ces dernières semaines. Bruno a prononcé deux mots très intéressants. Premièrement, accélérateur de progrès. Il faut savoir que ça n'a pas été quand même un long fleuve tranquille. Il y a eu quand même des heures et des heures de discussion. Ce que je retiens, et on va retenir que l'essentiel, c'est que on a essayé d'être pragmatique, de voir et de raisonner en tout cas les demandes qui nous étaient faites de façon à ce qu'on puisse y répondre le plus rapidement possible. Il a fallu parfois simplifier un peu ces demandes pour que l'ensemble des biologistes les prennent à bras-le-corps et puissent y répondre. On avait très peur qu'évidemment il y ait des systèmes compliqués et on a essayé de simplifier pour y arriver. Le deuxième point essentiel, c'est que je voudrais souligner, en tout cas c'est un vœu pour l'avenir, que Santé publique France reste au cœur, en tout cas, des données. Et nous avons, à tort ou à raison, effectivement, eu beaucoup de demandes. Des demandes à la fois régionales des ARS, des demandes de l'adresse, des demandes d'un certain nombre d'agences. Et tout ça, finalement, j'avais peur que ça décourage un peu les biologistes. En fait, ils ont surmonté ça quand même avec sérénité. Mais il est vrai que toutes les semaines, tous les jours, nous avions des demandes par mail d'indicateurs, de données. Et encore même maintenant, même après tout ce qu'on a fourni comme base, on a toujours ces mêmes demandes. Donc, mon vœu le plus essentiel, en tout cas, c'est qu'on ait un seul tuyau, qu'on puisse transmettre les données, qu'on vous donne tout, que vous puissiez vous en servir. Et je voudrais remercier Santé publique France parce que je pense que tu as fait partie des gens qui l'ont compris dans le sens où s'il faut des données plus fouillées, des données plus spécialisées, certains biologistes y sont prêts, certains laboratoires peuvent le faire. On a eu des demandes d'ailleurs de sérotech, on a eu des demandes de séquençage du virus en transmettant des prélèvements PCR. Donc on voit bien qu'on peut servir à quelque chose. En tout cas, la chose essentielle, c'est qu'on a des patients en très grand nombre, 500 000 patients par jour dans nos labos privés. Je crois qu'on peut fournir un certain nombre de matériaux, de données de santé et qu'on peut participer pleinement à, comme tu disais, cette épidémiologie sur toute la France. Donc ça, c'est l'essentiel. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce tuyau CIDEP, il a coûté cher quand même, faut le dire. Mais on souhaiterait évidemment qu'il soit conservé, en tout cas anonymisé, puisque tu l'as souligné, certains ordres, entre autres de médecins, ont souligné cette absolue nécessité de garder des données confidentielles pour les Français.
Donc aujourd'hui, la question que je te pose, c'est est-ce qu'on est prêt en France aujourd'hui à utiliser un tuyau pareil et à le conserver, et à ce que Santé publique France soit le réceptacle en tout cas et qu'il puisse dispatcher après les données que nous transmettons. Alors oui, je vais répondre. Je pense que la volonté, je peux le confirmer, on a une très forte volonté partagée avec vous de pérenniser le système. Et je pense que ça va être l'enjeu des discussions avec les mêmes équipes qu'au premier semestre. Pour le second semestre 2020, il faut absolument, effectivement, ne pas perdre l'acquis qui a résulté d'une mobilisation exceptionnelle de l'ensemble des acteurs qu'on a cités. Et je te rejoins sur le un seul tuyau. Effectivement, c'était une vision qu'on partageait, qui a été difficile parfois à faire entendre, puisque certains acteurs régionaux, et je ne citerai personne, pouvaient parfois s'inquiéter d'une volonté un peu de centralisation de ces données par Paris, alors que la centralisation, en fait, c'est pas le mot-clé sur ce système SIDEP. Le mot-clé de SIDEP, c'est partage. C'est-à-dire que un seul tuyau permet en une seule demande adressée au laboratoire de servir tous les objectifs et tous les intérêts. L'intérêt d'une agence comme Santé publique France pour produire des indicateurs standardisés au niveau national, l'intérêt d'une ARS qui aura accès à la même base de données pour ses actions de contact tracing ou pour ses indicateurs beaucoup plus spécifiques au niveau régional. Et donc, SIDEP, c'est pas un outil de centralisation, c'est vraiment un outil de partage. Et bon, effectivement, ça passe par un serveur qui récupère tout, mais il aurait pu être à Paris comme à Lyon ou à Lille. Hein. Voilà ce qu'il faut retenir, je pense. On est d'accord sur le caractère exceptionnel, sur l'accélération de progrès, parce que vraiment, en 2 mois, on a fait ce que moi j'attendais depuis 15 ans que je travaille à Santé publique France. Et donc, on voit bien l'enjeu pour notre pays. Vous avez vu, on a mis en marche le SIDEP le 13 mai, c'était à la fin du déconfinement. On aurait eu SIDEP le 13 janvier, je pense qu'on aurait sans doute été mieux armé. Donc aujourd'hui, on est beaucoup mieux armé pour une éventuelle seconde vague. Si tant est qu'elle survienne, ça serait très difficile de le prévoir, donc ne me pose pas cette question. Mais en tout cas, nous avons effectivement les outils aujourd'hui pour faire face de façon beaucoup plus adaptée à ce que sera le futur dans toutes ces éventualités. Je, je me permets de juste souligner la question du tuyau unique parce que même aujourd'hui, alors que le SIDEP maintenant a fait les preuves de son efficacité, visiblement du côté des laboratoires, je le vois là, il y a encore des demandes particulières, que ça soit régional ou même d'autres organismes nationaux qui veulent récupérer directement auprès des laboratoires certaines données. Est-ce que voilà, c'est peut-être le temps normal des organismes d'État que de se coordonner, mais est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment un vrai espoir pour qu'il y ait une logique, on va dire, d'efficacité utilisateur, pour que les biologistes soient pas presque contraints de refuser de remonter certaines données quand c'est en plus du papier, de l'Excel, de je sais pas, je ne sais trop quoi. Alors mon espoir est réel et je pense qu'on va faire passer le message. On est déjà coordonné entre différentes entités nationales, hein, donc je parle pour Santé publique France, mais l'adresse, une des directions du ministère exploite aussi ces données. Et donc concernant les résultats de RT-PCR, utilise les mêmes tuyaux SIDEP que nous. Par ailleurs, des équipes de recherche au niveau régional ou national qui voudront accéder à ces données le feront, comme je le dirais, dans le cadre d'un accès sur demande via le Health Data Hub. Donc de ce côté-là, je pense que les données SIDEP n'ont pas vocation à être réservées à certains utilisateurs, sous réserve que les conditions de réglementaires soient remplies pour accéder à ces données. Je pense notamment à des autorisations CNIL ou des autorisations de recherche. Elles le seront. Il peut y avoir encore des demandes qui touchent les laboratoires, qui concernent peut-être d'autres sujets. Je pense notamment à des demandes, je crois, qui continuent, et c'est important de pouvoir le monitorer, de l'adresse, non pas sur l'activité, mais sur les capacités, puisque là, c'est une question un peu différente. Et SIDEP ne mesure pas les capacités, il mesure l'activité quotidienne concernant les tests Covid. Et donc, je pense qu'il y a ces demandes qui continuent. Il y a encore quelques demandes, d'après ce que j'ai compris, qui perdurent concernant l'historique avant SIDEP. On travaille au fait effectivement de les rationaliser pour éviter de vous surcharger de questions redondantes, puisque je partage totalement effectivement votre souci
d'être économe dans les sollicitations qu'on adresse aux biologistes. On parle de Covid ce soir, mais il y a beaucoup d'autres maladies infectieuses pour lesquelles on vous sollicite également. Et donc, c'est aussi l'enjeu de SIDEP et de sa pérennisation. C'est pas seulement sa pérennisation, mais c'est aussi, parce que le Covid va durer au-delà de la fin de l'état d'urgence sanitaire, c'est aussi son extension, et je crois que là, sur ce sujet, on est d'accord avec François, aux autres pathologies infectieuses. Et il y avait un avant SIDEP, il y aura un après avec SIDEP, et je pense que notre projet 3 Labos, qui avait son intérêt, doit complètement être revisité aujourd'hui à la lueur des enseignements que nous avons pu tous ensemble obtenir par le biais de ce projet. Donc voilà, je pense vraiment que l'avenir est dans un tuyau CIDEP-like. On verra comment on appelle ce système au-delà de Covid, mais on a un intérêt majeur et c'est déjà un enjeu majeur identifié par Santé publique France de travailler dès aujourd'hui aux conditions nous permettant de pérenniser ce succès. Juste un mot pour rebondir et faire rentrer un peu Bertrand aussi qui est intervenu au départ. Je pense que l'intérêt, et on peut lui poser la question, d'avoir un système centralisé qui puisse remonter des données de HPV, c'est aussi un intérêt majeur, je pense, pour la surveillance en termes d'épidémiologie, en termes de nombre de tests ou de femmes dépistées. Parce que c'est vrai que le laboratoire aussi a cette histoire, c'est qu'il garde l'historique des patientes, il garde le fait qu'une patiente est venue 5 ans avant, comme tu disais tout à l'heure, Bertrand, c'est de faire ça tous les 5 ans, donc de réinviter aussi les patientes qu'on connaît à les ressolliciter pour se surveiller. Je pense que c'est très important et peut-être la question de l'épidémiologie pour vous aussi industrielle est importante. Bertrand? Oui, c'est parfaitement important sur deux aspects. Le premier qui est vraiment l'aspect écologie virale et épidémiologie, vraiment pour avoir ce suivi. Et après, quand je disais les 15% de positivité, finalement, après, on se base sur des études qui ont été menées de manière régionale. Et donc, de fait, on ne sait pas si ce 15% de positivité, il est au niveau national. Et on va pouvoir le retrouver sur toutes les régions ou est-ce que potentiellement on pourrait avoir une hétérogénéité au niveau des régions. Et après, sur une deuxième thématique qui est une thématique purement industrielle, et là on l'a clairement vécu avec le Covid-19, on s'est retrouvé dans une situation où on n'était pas en capacité de pouvoir assurer la fourniture de réactifs, d'automates pour l'intégralité donc des clients et voilà pouvoir répondre à la demande. Et là clairement ça nous donne, les données de Santé publique France nous donnent des éléments qui vont nous permettre, on va dire, d'argumenter, notamment pour des sociétés internationales telles que la nôtre, de se dire que finalement, est-ce que on est dans une problématique où on va avoir un réel besoin sur le marché français, ou après est-ce que là on est dans une période un petit peu plus calme, et donc dans ces cas-là pouvoir alimenter d'autres marchés en réactifs, et après pouvoir également travailler en anticipation et de se dire si jamais on voit un rebond au niveau de l'épidémie, tout de suite anticiper et pouvoir se doter des capacités en termes de kits pour pouvoir après fournir les laboratoires. Parce que là, on l'a très bien vu, que ce soit les dispositifs de prélèvement, les capacités de production des laboratoires, voilà, tout, on a tous fait front, que ce soit les laboratoires comme les industriels, de manière à pouvoir assurer du mieux qu'on peut. Et là, ces données-là nous permettent de travailler vraiment dans l'anticipation. Bruno Coignard? Oui, non, je voulais rebondir effectivement sur ce sujet HPV. On parlait d'extension de SIDEP à d'autres pathogènes. Voilà, pour HPV, on est dans un contexte où on aura besoin très rapidement de mesurer l'impact de la vaccination sur la prévalence génitale des HPV. Et il est évident, et c'est un enjeu pour nous, de pouvoir recueillir les données de laboratoire concernant ces tests réalisés tous les 5 ans chez les femmes à partir de 30 ans. Donc, on avait déjà identifié cet enjeu l'année dernière. On pensait à rajouter HPV dans le système 3 Labos, donc clairement à la faveur de ce que je disais tout à l'heure, dans l'optique d'un SIDEP étendu à d'autres pathogènes, HPV sera effectivement dans la liste, et là aussi, les données des laboratoires de biologie médicale seront d'une grande utilité. François, peut-être une question, justement sur ce... Oui. L'enjeu majeur de la santé 2022, ça va être d'anonymiser les données, de pouvoir les transmettre, mais basé sur une chose, c'est ce qu'on appelle l'identifiant national de santé. Or, là aussi, il y a un véritable enjeu parce que tout est basé dessus et nos éditeurs nous disent qu'ils seront pas prêts pour janvier 2021, qui est le début normalement de l'application.
Donc là aussi, je crois qu'il va falloir trouver un moyen, peut-être, d'anonymiser au départ, de voir comment on peut transmettre des résultats. Et je pense que là, il y a un effort à faire sur cet identifiant national de santé qui, à mon avis, va pas être si simple à mettre en route. Une fois que c'est anonymisé, ça serait clairement cela. Avant, juste que je te redonne la parole définitivement, c'est aussi de penser qu'il y a d'autres infections virales qui vont nous arriver, comme la grippe, et peut-être que ça serait le moment aussi d'avoir des tests PCR multiplex, enfin de trouver plusieurs manières de doser en biologie moléculaire et que la France fasse un bond technologique, qu'on reste pas dans nos petits examens de routine, mais qu'on fasse vraiment de la biologie moléculaire sur tout le territoire. Et Oui, sur Bruno ces aspects-là, Coignard. je vous rassure, on est sur le coup. Ah. Alors sur les tests multiplex, je préférais laisser Bertrand répondre, c'est plus dans son domaine d'expertise. Donc, Voilà, non, c'est pour vous dire que mais voilà, il y a des. Ah, je vous prie de m'excuser. Non, il y aura des tests multiplex qui seront disponibles là dès la prochaine saison, qui vont permettre de faire un test grippe Covid. D'accord. alors, je voulais juste rebondir sur l'INS dont parlait effectivement François, l'identifiant national de santé, hein, qui est une pseudonymisation du numéro de sécurité sociale. Cet INS est très important parce que, je le disais tout à l'heure, les données de SI-DEP et de son futur sont quelque part versées dans le Health Data Hub. Et cet INS permet effectivement de faire la jonction entre les données du laboratoire et des données qui sont recueillies par ailleurs, que ce soit par le PMSI ou par les données de l'assurance maladie. Et ce sont l'ensemble de ces données, quand on peut les chaîner avec toutes les réserves liées aux impératifs de confidentialité, qui permettent effectivement d'alimenter des travaux de recherche. Et donc, il y a un vrai enjeu et un avenir à l'utilisation de cet INS. C'est pas un hasard si effectivement on demande à partir de l'année prochaine, je crois, à ce que cet INS soit rajouté dans plusieurs jeux de bases de données. C'est vraiment dans cet objectif, c'est de pouvoir à terme chaîner ces données pour alimenter des travaux de recherche qui sont tout à fait importants pour améliorer la santé de nos concitoyens. Nous sommes à 2 minutes de la fin de l'émission. Je voudrais poser une question à François Blanchecotte, parce que on a bien compris les enjeux de santé publique, de suivi, etc. Mais au-delà de cette remontée d'informations via le SI-DEP, quel est je dirais l'enjeu professionnel et de positionnement des biologistes dans la transformation du système de santé, avec plus de prévention, plus de dépistage, plus de suivi. Est-ce que cet outil SI-DEP est stratégique pour les biologistes? Alors, c'est un enjeu évidemment de taille, puisque dans un premier temps, vous savez que le gouvernement s'est adressé aux hôpitaux, en tout cas pour avoir un certain nombre de tests. On a vu l'enjeu majeur qu'on pouvait apporter, c'est en termes de population, de mise en œuvre d'un système informatique complexe, comme l'a dit Bruno, dans lequel on a pu participer très activement, et deuxièmement, de pouvoir dans l'avenir transmettre aussi des bases de données énormes que nous avons. Nous conservons souvent un silo dans lequel nous avons peu d'utilisation. Et donc, il faut pouvoir, évidemment, avoir une surveillance, je rejoins Bruno, une surveillance épidémiologique, mais très fine du territoire. On le verra aujourd'hui, ça va être un enjeu essentiel pour le développement des activités économiques. Et pour faire un mot sur ce qui s'est passé il y a quelques jours en politique, eh bien, c'est que finalement, on voit que la santé est un enjeu majeur, un enjeu de développement économique, de sécurité pour les Français. Et je suis très heureux que la santé revienne au premier plan et que c'est un aspect positif de cette crise, en tout cas que nous avons vécu, c'est que les Français maintenant savent à quoi on sert. En tout cas, que ça soit Bruno, les industriels, les biologistes, on sait à quoi on sert et qu'on peut être efficace et qu'on a trouvé, qu'on a essayé de les aider en tout cas au maximum avec nos moyens, nos compétences pour essayer de les protéger le plus possible de ce virus, mais de d'autres à venir peut-être. Merci, ça va être un peu le mot de la fin, parce qu'on arrive à la fin de cette émission. Merci Bruno Coignard, merci Bertrand Van Rooij, merci à vous. beaucoup. Merci.
merci à tous ceux qui l'ont suivi. Sachez que vous pourrez le revoir et partager cette émission. Nous allons en effet la mettre en replay sur le compte YouTube du SDB. Merci aussi pour votre présence ce soir et merci pour votre indulgence parce que c'était la première. Donc bon, on n'a pas eu de problème technique. Merci, merci à Michael Armand qui a parfaitement géré tout ça. C'était une première. Il y en aura d'autres puisque il y a déjà des partenaires qui sont intéressés, qui sont manifestés, et donc l'idée c'est d'améliorer la formule au fur et à mesure. Donc on vous donnera des rendez-vous via les réseaux sociaux du SDB et ses newsletters. Je reviens au remerciement des premiers intervenants qui ont ouvert le bal. Alors c'est sûr que c'est deux sujets magnifiques pour une première émission puisque on est à la fois dans l'actualité et en pleine problématique de santé publique. Voilà, c'était une première version. On se retrouve bientôt. Le docteur François Blanchecotte et moi-même, on vous donne rendez-vous prochainement, très certainement à la rentrée. Et jusqu'ici et jusqu'à nous revoir après les vacances. À bientôt et portez-vous bien. Très bonne soirée à vous. Merci à tout le monde. Merci Renaud. Bonsoir.